Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, dont voici d'abord les principales articulations. 13 personnes sont mortes et 57 autres blessées après de fortes explosions de munitions qui ont été entendues dans la soirée de ce mardi au camp base militaire de Musaga. La Chambre haute du Parlement a appelé au soutien et à la solidarité envers les victimes. Des résidents de la zone Gatumba plaident pour le curage de la rivière Lusidi, du fait que la zone est de nouveau inondée depuis environ une semaine. 38 cas de choléra ont été confirmés ce jeudi par le ministère en charge de la santé publique qui a déploré un relâchement de l'application des mesures d'hygiène et a demandé l'aménagement des lieux d'aisance. La population a dénoncé la non-implication des administratifs à ce sujet. Nous allons revenir sur la célébration de 2 journées, l'une dédiée à la sensibilisation à l'autisme et l'autre à l'alimentation scolaire. L'équipe nationale de football Inhamba Murugamba a obtenu le ticket pour disputer les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027. Vous l'entendrez au cours de cette rétrospective hebdomadaire. 3 Burundais et un Tanzanien ont été appréhendés en train de vendre des filets maillants sur la colline Rumandari et sont emprisonnés dans le cachot du commissariat de la zone Giteranyi en commune Rutihinda. Et le parti Sarwanya Frodebu réclame toujours justice 32 ans après l'assassinat de l'ancien président Cyprien Ntaryamira. Les détails, c'est dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui vous est présentée par Cléria Kangundié. Rétro Hebdo. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Des explosions ont été entendues ce mardi dans la capitale économique Bujumbura. Elles provenaient d'un dépôt de munitions à la base militaire de Musaga qui a connu un incendie. Au lendemain, des habitants du quartier Kinanira en zone Musaga ont demandé s'il y aurait des indemnités ou pas, du fait que bon nombre de maisons ont été endommagées. Le point avec Jotam, il a tout dit. Les habitants de Kinanira disent que la tension liée à la peur qui était en son comble juste pendant les premières détonations est retombée après le message de ce mardi soir du porte-parole de l'armée burundaise Gaspard Baratuza, selon lequel les détonations n'étaient pas liées à une attaque armée, mais liées à un court-circuit qui a explosé ce dépôt d'engins militaires. Maintenant ça va, mais hier, nous avons eu très peur parce que nous ignorions la cause de ces détonations. Après nous avoir communiqué que c'était un simple incendie, la tension est tombée. Sinon, nous avons eu très peur parce qu'une personne avec qui nous étions ensemble a été blessée à la tête par une vitre qui s'est cassée, mais nous pensons qu'elle est encore en vie. À Kinanira 3, à quelques mètres de l'épicentre des explosions, les toitures des maisons ont été soufflées, des plafonds, des vitres cassées, des rideaux tombés. Certains habitants sur le choc procédaient malgré tout à la réhabilitation. D'autres se demandaient qui va réparer les pertes subies. Pour les dégâts, nous ignorons si c'est l'État ou les assurances qui vont nous indemniser. Les autorités locales, en compagnie des membres de la force de l'ordre, faisaient porte à porte pour ramasser des engins non explosés et explosés dans des ménages. Les habitants estiment que les engins militaires pareils devraient être très sécurisés et placés loin des habitations. Pour nous, voyons que c'est arrivé par surprise. Nous avons eu très peur. C'est pourquoi ils devraient très bien sécuriser ces stocks. Pour les engins militaires pareils dont leurs stocks sont placés au milieu des habitations, en cas d'incident, les dégâts deviennent très nombreux. Normalement, ces stocks devraient être placés loin des quartiers résidentiels. L'électricité est coupée jusqu'à midi de ce mercredi à Musaga et Kinanira 3 depuis les explosions. L'armée a alors dévoilé un bilan général provisoire faisant état de 13 personnes civiles qui sont mortes pendant la fraîcheur des faits et 57 autres blessés, parmi eux 3 militaires. Le porte-parole des forces de la défense nationale a, au cours d'un point de presse animé le mercredi de la semaine en cours, tenu à tranquilliser la population. Gaspard Baratuza a appelé celle-ci à signaler aux agents de l'ordre et de la défense chaque cas d'explosif constaté ici et là
quitte à ce que tout danger puisse être déjoué. Je vous prie de suivre Gaspard Balatouza, porte-parole des forces de défense nationale. On dénombre 13 personnes civiles qui sont décédées, blessées 57 personnes, dont 54 civils et 3 militaires, des maisons endommagées dans différents quartiers, ainsi que des véhicules de particuliers, des équipements et des installations militaires brûlés ou endommagés. Face à cette situation, la force de défense nationale du Burundi tranquillise la population. Malgré les pertes subies, le Burundi reste debout avec ses capacités de défense pour garantir la paix et la sécurité de notre chère patrie. Il profite de cette occasion pour adresser ses vives condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont en train d'être soignés dans les différents hôpitaux. La force de défense nationale du Burundi demande à toute la population burundaise de rester serein et calme, de signaler le plus vite possible à l'administration et aux forces de l'ordre tout enjeu non exposé, vu et de ne pas surtout le manipuler. La force de défense nationale du Burundi reste engagée à accomplir sa mission régalienne conformément aux prescrits de la loi. À ce propos, la Chambre haute du Parlement, lors de l'ouverture solennelle de la session parlementaire ordinaire du mois d'avril, a appelé au soutien et à la solidarité envers les victimes. Le président du Sénat burundais, Gervais Ndirakobucha, a laissé entendre que le bureau du Sénat est sensiblement touché par l'incident. Je vous le disais dans les titres, 3 Burundais et un Tanzanien ont été emprisonnés au cachot du commissariat de la zone Giteranyi de la commune Utinda en province Buhumuza depuis dimanche de la semaine écoulée suite à la vente de filets maillants sur la colline Rumandari. Le chef de zone Giteranyi a demandé de mettre fin à cette pratique. Dieudonné Nyanzigamiye, les détails. Ces gens ont été appréhendés dans ce commerce illicite des filets maillants dimanche dernier. L'administration locale en zone Giteranyi révèle que ces filets interdits ont été illégalement importés depuis la République unie de Tanzanie et ce commerce était exercé par les 3 Burundais et des Tanzaniens en fait de les utiliser dans le lac Gweru, situé dans la même province. Le chef de cette zone, Prosper Virarondegwa, affirme que l'emploi de ces filets maillants engendre des conséquences sur la biodiversité qui s'y trouve. Il précise que la production en poisson reste toujours faible. Il note pourtant que la lutte contre ces activités frauduleuses reste quasi impossible du fait que cette zone est très frontalière à la Tanzanie. Pour juguler à ce phénomène, le chef de zone Giteranyi précise qu'il travaille en quadrilogie et ceux qui sont arrêtés dans ce genre de fraude sont directement traduits en justice. Mais cette autorité appelle aux administrés d'en découdre à cette pratique. 3 Burundais et un Tanzanien sont sous les verrous et les 2 autres sont volatilisés, mais l'administration indique que toujours à sa recherche, ces filets maillants ont une valeur de plus d'1 500 000 francs. Pourtant, des pêcheurs burundais opérant sur le lac Tanganyika ont affirmé qu'ils n'utilisaient plus ces filets maillants car ils ont été sensibilisés et ont compris les conséquences néfastes à leur utilisation. Ils ont déploré toutefois des pêcheurs congolais qui utilisent encore ces filets, ce qui entraîne une diminution importante de la production des poissons. Différentes localités de la zone Gatumba en commune Angwa de la province Bujumbura étaient de nouveau inondées par les crues de la rivière Lusidi depuis la semaine écoulée. En début de la semaine en cours, les résidents étaient déboussolés et plaidaient pour le curage de la dite rivière afin de protéger toutes les localités inondées. C'est au moment où l'administration locale rassure. Nolis Ndouimana était sur place ce mardi. Voici son récit. La situation se complique depuis une semaine et force de constater des constructions totalement submergées dans les localités où le niveau de flaque d'eau avait baissé. Le quartier Rusizi par exemple, les résidents sont confiés et ont opté pour ériger eux-mêmes des passerelles en bois, n'office que pour bouger de part et d'autre ou sont transportés à bateau. C'est du désarroi alors chez les personnes rencontrées sur le lieu qui témoignent être exposées. Nous sommes sous eau. Nous avons perdu tous nos biens. Ma maison s'est effondrée. Nous sommes atteintes de mycoses, de pieds, des déchets de tout genre débordent en même temps et nous nageons dedans. Avec un scénario cyclique depuis 6 ans bientôt, Gatumba a à maintes reprises été déclarée zone inhabitable par les autorités publiques, raison de sommer la population à dégager le lieu, à l'instar des sinistres victimes de ce même phénomène jusqu'ici logé au site des déplacés, une recommandation pourtant décriée par les
les résidents des localités, même Souzo, évoquant les terres héritées qu'il ne compte jamais céder à qui que ce soit. Nos dirigeants n'auraient-ils pas vécu Gatumba du temps de la rébellion? Auraient-ils réalisé que la zone est inhabitable? Si Maramvya a été inondée par la rivière Manda, la localité n'est pas habitable. Ukaramu a englouti par la rivière Manda, Kenya de même. Pourquoi la viabilisation en cours? Ainsi subir les victimes de ces inondations cycliques interrogées. Les travaux d'urgence pour le curage et la protection de la rivière Rusizi en cours au niveau du pont Gatumba la Concorde devraient être élargis jusqu'aux coins inondés comme solution durable. Entre-temps, l'agence routière du Burundi, maître d'œuvre pour les travaux en cours. On ne s'est pas encore prononcé là-dessus, mais l'administration locale rassure. Le chef de zone Gatumba, Dieudonné Mubanda, parle d'une étude en cours pour la canalisation de la rivière, origine de l'incident. Le gouvernement a pris les choses en main. Il y a un projet d'étude en cours pour faire retourner la rivière Rusizi dans son lit habituel. Pour les nouvelles vagues des inondations à Gatumba, la chaussée d'Uvira-Mena vers le poste frontalier entre le Burundi et la RDC n'est pas épargnée. Les eaux coulent déjà à sa surface aux localités inondées. La zone est classée parmi les localités à haut risque dans le contexte des aléas climatiques du moment, ayant affecté autour de 8500 personnes, parmi lesquelles 690 déplacés selon la matrice de suivi des urgences de l'Organisation internationale des migrations entre le 1er et le 14 mars l'année en cours. Dans un instant, la suite de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo. Parlons santé à présent. La province Bujumbura fait face à une flambée de cas de choléra. Le ministère en charge de la santé publique a confirmé 38 personnes atteintes et évacuées au centre de traitement de choléra aménagé en commune Nahangwa entre le lundi et mercredi. Le ministère a évoqué un relâchement quant à l'application des mesures d'hygiène comme cause principale de cette montée des cas. Dans un communiqué de presse lu ce jeudi, la ministre Lidwine Baladahana a annoncé des sanctions sévères à ceux qui déversent dans la rivière Kinyangonge des déchets et a appelé les résidents de la commune Nahangwa à réaménager sans délai les conduits des déchets pour le bien de la santé communautaire. La ministre de tutelle a surtout mis en garde tous les ménages n'ayant pas des lieux d'aisance bien aménagés. Je vous prie de suivre Lidwine Baladahana, ministre en charge de la santé publique. Dans les deux centres de traitement du choléra, nous avons 34 malades. Nous avons eu 18 malades qui sont entrés ici à la clinique Prince Louis Rwagasore. C'est la première fois vraiment depuis le début de l'année qu'on a une situation pareille. Les 18 personnes proviennent de la même zone. C'est la zone Kinama. C'est vrai qu'ils ont eu un problème d'eau ces derniers temps et on a remarqué qu'ils ont des comportements qui ont favorisé le choléra des habitants des quartiers de Winerekwa et Bihosha. On a observé qu'il y a 3 rivières qui sont porteurs du problème. On a remarqué que Kinama est traversée par 3 petites rivières qui proviennent de Winerekwa. C'est la petite rivière de Kamenge qui est aussi concernée. On a remarqué que dans les petites 3 rivières, il y a des ménages qui ont connecté directement des tuyaux dans les canalisations. Donc, ça suit le cours de la rivière jusqu'à stagner dans la zone Kinama. Nous connaissons maintenant la liste de personnes, le nom des ménages qui ont son comportement et je voudrais vraiment lancer un appel comme un avertissement. Le 6, c'est lundi. S'ils ne font pas des efforts pour boucher ces connexions dans les grands canaux qui amènent les déchets dans Buterere, ils seront sévèrement punis selon ce qui est prescrit au niveau de l'ordonnance. Malgré cela, des habitants des quartiers de la commune Nahangwa où ont été signalés ces cas de choléra ont dénoncé l'inaction des responsables administratifs censés faire obéir les mesures préventives contre le choléra, un problème sous-jacent à la carence en eau potable. Nos sources ont douté sur le combat pour les règles d'hygiène annoncées par le ministère à compter du lundi 6 avril 2026. Olivier Kwizera, reportage. Dans certains quartiers de la commune Nahangwa, comme Bukirasazi, Kanga et Bubanza, zone Kinam, nous sommes accueillis des odeurs nauséabondes aux eaux usées stagnantes, des déchets non biodégradables, notamment des bouteilles en plastique. D'autant plus que la pénurie d'eau persiste. Cette situation est aggravée par le manque de latrines dans certains ménages. Nous avons demandé aux propriétaires de ce ménage de réhabiliter la latrine, mais en vain.
Vous voyez que cette latrine se trouve en état critique. Ces habitants témoignent qu'ils peuvent passer 2 mois sans déboucher de latrine. Des gens de ce ménage ont attrapé le choléra et sont en bonne santé suite au meilleur traitement, mais le propriétaire de ce ménage n'a pas manifesté sa volonté pour réhabiliter de latrines pour que les autres gardent une bonne santé. Ces habitants indiquent qu'aucune sanction ne leur applique alors qu'ils paient régulièrement le loyer aux propriétaires des maisons. En tant que locataires, nous ne pouvons pas payer ces frais d'amende. C'est le propriétaire qui doit les payer. Et nous leur demandons toujours la mise en place des latrines car nous leur payons les frais d'avance. Pourquoi alors l'absence de ces latrines? Face à l'inaction des propriétaires de maisons, ces résidents demandent aux autorités de contrôler ces quartiers afin d'y rétablir l'hygiène. Il faut que les autorités hiérarchiques viennent pour fermer les ménages et qui ne respectent pas les mesures d'hygiène. Le ministère ayant la santé publique dans ses attributions a annoncé au cours de cette semaine que 38 cas de choléra ont été identifiés dans les quartiers de la zone Kinam au début de cette semaine. La ministre Lidwine Nebaradana a souligné que tout ménage qui manque d'une latrine pourrait être sanctionné, voire même fermé à partir d'ici avril 2026. Toujours page santé, célébration ce jeudi de la journée mondiale dédiée à la sensibilisation à l'autisme. Le chargé du programme au sein du centre Talita Kum a appelé à l'investissement multisectoriel afin de garantir un meilleur avenir de ces autistes à travers le pays. Encore une fois, Olivier Kwizera. Selon les propos tenus par le responsable du programme de la prise en charge des enfants autistes dans le centre Talita Kum, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se développe au fur et à mesure. Pasteur Kwizera fait savoir que son problème n'est pas une maladie. Il dit alors qu'il se manifeste à travers les comportements restraits et répétitifs. Il y a tout d'abord le premier volet qui est axé sur la communication et les interactions sociales et les comportements restraints et répétitifs pour celui qui a l'autisme. Face à cette situation, Pasteur fait savoir qu'il y a des méthodes employées pour aider ces enfants autistes. Ces méthodes vont être, disons, exécutées par des éducateurs, des psychologues et des orthophonistes et aussi des kinésithérapeutes. Pour que cela puisse être lié, on fait d'abord l'évaluation des besoins de l'enfant. Après avoir évalué les besoins de l'enfant, on fait un programme individualisé. Après ce programme, nous mettons en place des interventions qui sont adaptées à chaque besoin de l'enfant. Le même responsable ajoute qu'il faut faire tout ce qui est en rapport avec l'hygiène et l'habillage en faveur de ces enfants. Ce qu'on fait sur l'axe éducatif, c'est tout ce qui est en rapport avec l'autonomie, l'hygiène, l'habillage et toute autre activité qui se rapporte aux activités du quotidien. Et aussi pour l'axe psychologique, on s'occupe de la santé, le bien-être de chaque enfant autiste grâce à une méthode qu'on utilise, l'intégration sensorielle. Et pour ce qui est de l'axe pédagogique, on donne des prérequis nécessaires. Ces méthodes utilisées permettent à ces enfants autistes de fréquenter des écoles ordinaires. L'avantage quand on utilise toutes ces méthodes, c'est que les enfants qui peuvent aller dans des écoles ordinaires, et pour ceux qui ne vont pas dans des écoles ordinaires, on fait ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. On essaie de les initier à des petits métiers qu'ils peuvent faire dans l'avenir. En cas de manque de prise en charge de ce groupe de personnes, Pasteur dit que l'enfant reste enfermé dans leur maison. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est célébrée le 2 avril de chaque année. Depuis 2020, le centre de Talita Kum présente un effectif de 359 enfants autistes. Au niveau mondial, un enfant sur 100 naît avec l'autisme. Célébration également de la journée africaine dédiée à l'alimentation scolaire ce jeudi. La première dame du Burundi a appelé tous les parents et les partenaires à prendre en main le programme des cantines scolaires au niveau des écoles afin que les élèves soient nourris à travers le pays. Lors des cérémonies officielles tenues en commune Manda, elle a exhorté aux parents de contribuer au programme en donnant au moins 1/10 de la production agricole pour soutenir ce projet.
Suivez plutôt Angéline Ndayishimiye, elle est traduite en français par Alice Ndaizeye. Gufungura abana rero ku mashure ndipfuza ko umwe wese abigira ivyiwe. Nourrir les enfants à l'école, j'aimerais que chacun en soit responsable, que nos partenaires dans ce domaine continuent de nous appuyer et multiplient aussi des efforts. J'interpelle donc les parents et les hommes d'affaires, différents pays et organisations, et bien toute personne qui peut contribuer pour que les élèves continuent à être bien nourris, qu'ils le fassent, puisque nous n'avons pas encore atteint le niveau voulu. Et s'il s'avère d'ailleurs nécessaire que tous les élèves soient nourris à l'école. Si certains élèves sont nourris et les autres ne le sont pas, ça crée de la jalousie. Pour cela alors, cela signifie que nous, les parents, nous devons donner notre part de contribution. Cela veut dire que les parents sont appelés à amener des vivres à l'école pour nourrir leurs enfants à l'école. Si les parents sont impliqués dans ce programme, ils peuvent amener par exemple 1/10 sur la production sur le haricot, le maïs, le riz. Les élèves au niveau de toutes les écoles peuvent être nourris sans toutefois dépendre des vivres fournis comme aide, car même celles-ci peuvent des fois être réduites ou interrompues. Mais si le projet est interrompu, après avoir été débuté, cela décourage les élèves. Au cas contraire, si ces vivres sont donnés par les parents, cela encourage les élèves. Angéline Ndayishimiye, c'est la première dame du Burundi. Elle a été traduite par Alice Ndaizeye. Toutefois, des parents ayant des enfants dans les écoles fondamentales en commune Bubanza ont promis de donner leur contribution pour que les cantines scolaires soient fonctionnelles dans tout le pays, mais ont plaidé pour une bonne organisation. Les précisions d'Alexis Ngeshimana. À Bubanza, des ménages salient l'importance des cantines scolaires, un programme qui contribue à maintenir les enfants sur le banc de l'école. Toutefois, il déplore que plusieurs écoles fondamentales ne soient pas encore couvertes. Ces réactions ont été recueillies ce vendredi en zone Bubanza. Commune Bubanza, au lendemain de la journée dédiée à l'alimentation des élèves en Afrique, célébrée en commune de Manda ce jeudi. À cette occasion, la première dame a appelé les familles à soutenir l'extension du programme sur tout le territoire national. Elle a invité chaque ménage à contribuer en apportant 1/10 de ses récoltes afin d'assurer la continuité des cantines scolaires dans les écoles. L'objectif de cette initiative était de réduire les abandons scolaires liés à la pauvreté et au manque de moyens depuis 2008. Dans les communes de Bubanza, sur 62 écoles fondamentales, seulement 16 bénéficient actuellement de ce programme. Les parents, tout en se disant prêts à contribuer, demandent cependant une meilleure organisation. Ils souhaitent que les autorités tiennent compte de la situation des ménages les plus vulnérables afin de ne pas alourdir leurs charges. Malgré ces préoccupations, les habitants reconnaissent l'impact positif des cantines scolaires sur les fréquentations et la réussite des élèves. Alexis Nshimanawaza, Indo Culture. Rétro Hebdo. Poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, l'équipe nationale de football du Burundi, les Inamba Murugamba, a obtenu le droit de disputer les matchs qualificatifs pour intégrer les groupes qui se disputeront la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027. C'est après avoir remporté les 2 rencontres face à l'équipe nationale du Tchad, les Sao, y compris celle gagnée durant l'après-midi de ce mardi au stade Intwari à Bujumbura. Quittons Bujumbura pour nous rendre à Butanyerera où les producteurs du maïs exerçant sur la colline Gamukona en zone Djene de la commune Kayanza en province Butanyerera font face aux difficultés d'écoulement de leur production qui en principe devrait être collectée par l'Agence nationale de gestion de la sécurité alimentaire. La NADJESA n'ayant pas acheté à temps au prix officiel les graines de maïs, le prix variant entre 1000 et 1800 le kilo, et cela chez les commerçants de la localité, c'est un travail du moins à perte, du fait que les producteurs disent avoir énormément dépensé. Les détails avec Jean Nahimana. Selon certains habitants de la colline Gamukona, faute de débouchés pour écouler leur production de maïs, des commerçants l'achètent actuellement à un prix compris entre 800 et 1000 francs le kilo. Ils affirment subir de lourdes pertes, estimant que ce prix est dérisoire au regard des moyens investis, d'autant plus que certains n'ont pas eu accès aux engrais
détérioré, ce qui a entraîné une faible production. Il demande ainsi à la NAGESA de commencer rapidement l'achat du maïs afin que les agriculteurs puissent vendre leurs récoltes au prix fixé par le gouvernement, soit 1700 francs le kilo. Par ailleurs, ils sollicitent l'implantation dans leur localité de coopératives d'épargne et de crédit afin de sécuriser les revenus issus de leur récolte. Ils disent craindre de conserver leur argent à domicile en raison des risques liés à l'insécurité et aux actes de criminalité, d'autant plus que la zone est proche de la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Ils précisent en fin de compte que pour atteindre la coopérative COPEC située à l'emplacement de l'ancien bureau de la commune Kabarore, il faut dépenser environ 20 000 francs pour le déplacement selon leur propre témoignage. Depuis la commune Kayanza en province Boutanyerera, Jean Nahiman pour la radio Indundi Culture. Justice pour clore cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Le parti Sarwanya Frodebou réclame justice. 32 ans après la disparition de l'ancien président burundais Cyprien Ntaryamira, le parti demande que la lumière soit faite sur l'attentat perpétré contre Ntaryamira. Le porte-parole de cette formation, Phineas Nigaba, regrette qu'aucune instance judiciaire locale ou internationale n'ait voulu mener les enquêtes. Je vous prie d'écouter Phineas Nigaba, porte-parole du parti Sarwanya Frodebou. Cyprien Ntaryamira voyageait à bord de l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. Signalons qu'il était aussi avec des ministres burundais, à savoir Cyriaque Simbizi et Bernard Chiza. Ce qui est étonnant, 32 ans après, les circonstances de la mort du président Cyprien Ntaryamira ne sont pas encore clarifiées. Aucune lumière n'est établie sur les mobiles de son assassinat, les commanditaires et ceux qui l'ont mis en œuvre. Jusque maintenant, aucune instance judiciaire, locale ou internationale, n'a voulu mener des enquêtes sur le dossier pour que le Burundi, ses citoyens, ainsi que les familles des victimes en connaissent la vérité et rentre dans leurs droits. Le parti Sarwanya Frodebou renouvelle sa demande au gouvernement rwandais, au gouvernement burundais et à la communauté internationale de travailler en synergie pour mener des enquêtes nécessaires sur l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira. Cela permettra de dégager la vérité, d'en établir les responsabilités et de traduire les auteurs de cet attentat en justice. Le parti Sarwanya Frodebou reste engagé et déterminé à poursuivre le combat jusqu'à ce que les enquêtes sur cet attentat soient objectivement menées, les responsabilités établies et les familles des martyrs réhabilitées dans leurs droits. C'est ainsi que nous venons au terme de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci, fidèles auditeurs, de l'avoir suivi. Cette rétrospective vous a été présentée par Claria Kangundiye. Je souhaite aux chrétiens une bonne fête de Pâques. Au revoir. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité.